concernées par les mutilations génitales féminines, les MGF. Donc on est ravis d'avoir tous et toutes en ligne avec nous aujourd'hui. Ce webinaire est organisé avec le projet UEFGM, donc qui est une plateforme web de formation en ligne sur les mutilations génitales féminines. On va vous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Et donc grâce au soutien de l'Union européenne. Et aussi en partenariat avec plusieurs partenaires, donc notamment le GAMS Belgique, C'est ma vie Bruxelles et le projet Building Bridges to End FGM. Voilà. Je vais juste éteindre. Pardon, c'est un petit problème technique. Donc, je vais commencer par vous présenter juste le programme d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde nous voit. Ah, voilà, vous devez bientôt me voir en plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà. Donc, pour le programme, donc, je pense que la plupart d'entre vous avez pu le voir en ligne. Donc, on va d'abord faire un point sur les conséquences au niveau de la santé physique, psychologique et sexuelle des mutilations génitales féminines. Donc Fabienne Richard, qui est sage-femme et directrice du GAMS Belgique, va faire un point là-dessus. Et en lien avec la plateforme UEFGM, donc elle présentera également. Ensuite, on va parler plus spécifiquement sur la prise en charge des conséquences de santé des mutilations génitales féminines à travers deux exemples de Belgique et du Burkina Faso. Avec deux gynécologues qui sont avec nous aujourd'hui, qui vont aussi se présenter. Donc Martin Caillet et Charlemagne Ouedraoudou. Pardon, j'ai toujours du mal avec votre nom. Ensuite, on va passer justement plutôt vers une prise en charge pluridisciplinaire en vous parlant d'une cartographie qu'on vient de lancer sur les activités d'accompagnement justement psychologique et sexologique des femmes concernées par les mutilations génitales féminines. Et on va donner deux exemples de l'accompagnement psychologique et ensuite de l'accompagnement sexologique qui sont menés en Belgique. Et à la fin, on essaiera de garder suffisamment de temps pour pouvoir répondre à vos questions. Et à ce sujet, donc, vous devez voir à peu près ceci devant vous, mais donc avec au milieu la vidéo avec ma tête. Et donc sur le côté droit, vous avez la possibilité de poser les questions. Et donc vous voyez la flèche verte en bas. Donc ça c'est l'endroit où vous cliquez et vous pouvez poser une question en live. Donc pendant tout le webinaire, vous pourrez soit poser des commentaires, soit poser des questions, sachant qu'on va essayer de répondre aux questions à la fin du temps. Donc on a jusqu'à 15h30 ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc je vais d'abord donner la parole à Fabienne Richard, donc qui est sage-femme à C'est ma vie Bruxelles et directrice du GAMS Belgique. Merci Stéphanie. On va d'abord passer un petit peu en revue le e-learning parce que c'est un outil très intéressant et on espère qu'après cette séance, vous aurez envie d'en savoir un petit peu plus. Donc juste pour rappel, cette plateforme web est une plateforme gratuite, donc c'est important à le dire. Vous pouvez le faire avec la durée qui vous intéresse. On peut le faire en une semaine, en 3 mois, donc vous pouvez vraiment prendre le temps de bien faire tous les modules ou une certaine partie des modules. C'est une plateforme qui a été financée par l'Union européenne, qui a été faite avec vraiment plusieurs partenaires européens et son avantage c'est qu'elle est en 9 langues. Donc je crois que chacun pourra trouver la langue qui lui va le mieux. On a 13 modules, c'est beaucoup, mais on va voir ensemble que vous pouvez faire vraiment à la carte et choisir ce qui vous intéresse. Donc si on parcourt un petit peu le site ensemble, on voit qu'il y a d'abord un premier
une première page qui est en accès libre. Donc même sans avoir de login, tout le monde peut avoir une base sur que sont les mutilations génitales féminines. Et là, on passe en revue la définition, les différents types, les causes et conséquences. Voilà, mais c'est vraiment les bases quand on n'a vraiment pas le temps. Et après, on vous invite vraiment à vous connecter. Vous mettez votre mot de passe et ça permet à chaque fois, vous pouvez arrêter les modules en cours de route et les reprendre quand vous voulez. Donc, c'est une plateforme qui ne s'adresse pas seulement aux gens de la santé, ça c'est très important. On peut être professionnel de l'asile, de la justice, travailler au niveau de la législation, dans l'enseignement, on peut être journaliste et savoir comment il faut aborder la question. On peut travailler avec les communautés concernées et voir comment on travaille avec la société civile ou les groupes de femmes. Donc c'est vraiment multidisciplinaire et on a vraiment essayé que chacun puisse faire un programme à la carte. Alors la particularité aussi de cet outil, c'est qu'il y a un focus pays. Donc les différents pays qui ont participé à cette aventure, je dirais, ça a duré plusieurs mois, ont réalisé un mapping, une cartographie de la situation dans leur pays au niveau de la prévention des mutilations génitales féminines et aussi au niveau de l'accompagnement des femmes déjà excisées. Et donc ça c'est aussi très très intéressant parce que c'est des questions qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a des politiques? Est-ce qu'il y a un plan national? Quelles sont les associations qu'on trouve sur place? Donc là encore, je vous invite à découvrir les pages de vos pays. Peut-être que vous allez découvrir des choses et on essaye de les mettre à jour. S'il y a une nouvelle loi, un nouveau plan national, chaque partenaire est invité à mettre à jour sa page pays. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le volet santé, qui sont les modules 3 et 4. Mais vous voyez ici sur le dessin qu'en fait, au niveau de la plateforme, il y a vraiment différents modules. En plus du module santé, on a un module sur l'asile, on a un module sur la police, le système judiciaire, un autre sur la protection des enfants à risque, un autre sur l'éducation, quand on est prof, instituteur, institutrice, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, je vous disais, les médias, les journalistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que avant de passer vers les spécificités, tout le monde doit faire des modules obligatoires, qui sont un module de base sur les mutilations génitales et très important, un module de base sur les violences de genre pour comprendre quelles sont les dynamiques derrière les violences de genre, parce que tout le monde n'est pas au même niveau et pour nous c'est très important voilà, de faire ces deux modules. On ne peut pas aller direct à la santé, direct droit d'asile, on doit passer par ces deux modules de base. Alors, si on passe en revue le module 3, mais vous allez voir que je ne vais pas vous faire une présentation didactique, et voilà, parce que je vous invite vraiment à le découvrir, donc on ne peut pas en 10 minutes présenter toutes les conséquences, mais juste pour vous dire les domaines qui sont couverts. On a à la fois les complications physiques, les complications psychologiques, et Annalisa Daguano nous en parlera tout à l'heure. Les conséquences sexologiques, et Sandrine van der Hoeven vous donnera de l'expérience aussi à C'est ma vie de comment elle accompagne les femmes excisées. On a les complications gynécologiques et bien sûr obstétricales. Donc il y a une étude de l'OMS faite dans 6 pays africains qui démontrait bien les complications au niveau obstétrical qui sont l'augmentation des déchirures, des hémorragies et de la mortalité périnatale. Et on va décrire quelques interventions et entre autres l'intervention de la désinfibulation qui consiste à ouvrir sous anesthésie la vulve infibulée des femmes qui ont un type 3, donc l'infibulation, et ça peut se faire pendant la grossesse, ça peut se faire en dehors de la grossesse ou pendant l'accouchement. Donc là aussi, il y a des fiches techniques qui vous expliquent la méthode. Et puis la chirurgie de reconstruction du clitoris, mais on aura 2 exemples de centres de prise en charge multidisciplinaires en Belgique et au Burkina Faso. Ensuite, on a le module 4. Alors le module 4,
est là pour un peu nous ouvrir les yeux sur les attitudes. Comment, en tant que soignante, on accueille ces femmes qui ont vécu des traumas, des violences sexuelles, des mutilations génitales. Et il y a des mots peut-être à éviter, ou au contraire des formulations de questions ouvertes qu'on propose. Donc là encore, on passe un peu tous les types de professionnels et on explique, voilà, au niveau des psychologues, des sexologues, des gynécos, des assistants sociaux, comment on peut un peu s'y prendre. On aborde aussi la question de la médicalisation. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, il y a toujours des professionnels de santé qui sont tentés par la médicalisation, en se disant peut-être que c'est une manière de diminuer les complications immédiates de l'excision, qui sont les infections, l'hémorragie, mais on sait très bien que ça ne va pas résoudre le problème des complications à long terme et que ça reste une violation des droits humains, une violation de l'intégrité physique. Donc on explique comment on peut lutter contre cette médicalisation et quel argument on peut utiliser quand on discute avec des parents qui viennent vous voir, et ils viennent voir un médecin en disant « faites-le pour ma fille ». Comment on peut trouver les arguments pour parler aux parents en disant qu'on ne le fera pas et pourquoi on ne le fera pas et pourquoi c'est bien que leur petite fille reste intègre. Alors, on aborde aussi des débats d'actualité. Donc souvent maintenant, quand on fait des formations sur les mutilations génitales féminines, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui dit « et la circoncision masculine ». Alors, il y a des parallèles, il y a des différences, enfin, c'est tout un débat qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais on vous invite à aller sur le site pour voilà, élargir un peu le débat par rapport à ça. On a aussi le problème de la chirurgie chez les enfants intersexes. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont subi des opérations multiples. Donc, des enfants avant leurs 5 ou 6 ans, ils ont fait déjà 5, 6, 7 opérations. Et là encore, le droit des enfants à choisir leur sexe et leur genre. Donc, ça, c'est vraiment important aussi d'ouvrir le débat. Et puis la chirurgie esthétique génitale, parce que ça devient un peu la mode aussi, pas seulement aux États-Unis, aussi en Europe, où des jeunes filles demandent la réduction des petites lèvres. Donc là aussi, se poser la question, est-ce qu'il y a des bonnes indications? Est-ce qu'il faut complètement l'interdire? Quels sont les débats par rapport à ça? Donc on vous invite vraiment à découvrir ces pages. Et puis maintenant, je vais laisser la parole au docteur Caillet qui va présenter l'expérience de la Belgique et ce sera suivi par docteur Charlemagne Ouedraogo pour l'expérience du Burkina Faso. Bonjour à tous. Donc voilà, il faut savoir qu'en Belgique, pour planter un peu le décor, en Belgique actuellement, on estime que 13 000 femmes sont concernées par les mutilations génitales féminines et 4 000 fillettes seraient à risque d'être excisées. Et ça, ce sont des chiffres qui datent déjà d'il y a quelques années. C'est probablement plus important actuellement. Donc depuis 2001, effectivement, dans notre royaume, il y a une loi qui punit lourdement la pratique des mutilations génitales, mais également les personnes qui tenteraient de favoriser la pratique. Actuellement, il n'y a pas de procès qui s'est déroulé chez nous, mais la loi est bel et bien présente et tout le monde est vigilant à ce que rien n'échappe au radar de la loi. Alors, de manière plus médicale, depuis le 1er avril 2014, la prise en charge multidisciplinaire des conséquences des MGF sont à présent remboursées par la sécurité sociale belge. Et donc il y a 2 centres qui ont ouvert, un pour la Belgique francophone, un pour la Belgique néerlandophone, à Bruxelles et à Gand. Alors, ce sont des centres dont nous représentons un de ces 2 centres et on expliquera un peu plus tard comment ça fonctionne. Les sages-femmes sont formées dans les hôpitaux, les médecins sont formés dans les hôpitaux, tout ça grâce au soutien du ministère de la Santé belge. Oui, vraiment, il y a une volonté politique, derrière cette nécessité de former les professionnels de santé à la détection et la prise en charge, en tous les cas en première ligne, des victimes de MGF. Alors, ont également été formés, grâce au soutien de ce ministère de la Santé, les équipes des centres de planning, les maisons médicales, le personnel de centre aussi
pour demandeurs d'asile, etc., etc., etc. D'autres acteurs de terrain incontournables sont aussi évidemment les associations, tout à fait spécialisées, comme par exemple le GAMS Belgique, qui s'occupe vraiment de la prise en charge, notamment sociale, mais également psychologique, et animation et formation au plus près des patientes et des personnes concernées, et également la SBL Intact, qui s'occupe plutôt de tout ce qui est juridique. La recherche n'est pas laissée à l'écart, puisqu'effectivement, plusieurs institutions et centres de recherche se sont penchés sur la problématique et ont développé des études sur la question. Alors, donc le CEMAVI a ouvert il y a un peu plus de 3 ans, en 2014. C'était la conséquence directe de la décision, effectivement, de réaliser le remboursement de la chirurgie de reconstruction du clitoris, mais dans le cadre de l'implémentation de ces centres, il a été très rapidement question, non pas de rembourser simplement la chirurgie de reconstruction, mais plus volontiers de rembourser une prise en charge multidisciplinaire dont la première ligne serait avant tout l'approche sexologique et psychologique des problématiques rencontrées par les patientes et l'approche médicale également. Et quand je dis médicale, je dis médicale par opposition à chirurgicale. Donc nous sommes une équipe de 4 personnes, une sage-femme, une sexologue, une psychologue et un gynécologue, et nous accueillons les personnes, évidemment, afin d'essayer d'identifier la quantité de difficultés qu'elles peuvent rencontrer et les orienter au mieux au sein de l'équipe pour essayer de résoudre leurs difficultés. Cette première ligne médico-sexo-psychologique est fondamentale pour nous. Ça n'est pas un centre de chirurgie de reconstruction du clitoris, loin s'en faut. D'après nos derniers chiffres, une patiente venue se présenter pour avoir une reconstruction du clitoris sur 6 seulement, donc une quinzaine de pourcents d'entre elles, a bénéficié au final d'une chirurgie. La technique importante, enfin un point important à souligner, c'est que les techniques thérapeutiques, notamment psychologiques, que nous utilisons sont des thérapies cognitives brèves, comme le MDR, qui se sont avérées tout à fait performantes dans le cadre de la prise en charge des personnes ayant subi des MGF, et on a eu le plaisir de voir nos impressions confirmées par les guidelines de l'OMS qui sont sortis l'année passée. Donc la chirurgie vulvaire des complications et la reconstruction du clitoris, chez nous, ne sont pas du tout une nécessité, mais leur besoin peut se dégager dans le cadre du cheminement thérapeutique des patientes. 3 ans plus tard, on a réalisé un peu plus de 2000 consultations, 700 patientes nous ont rencontrés, on a réalisé une trentaine de reconstructions clitoridiennes, les patientes se portent bien. On a également resséqué des kystes, pratiqué des désinfibulations. Nos patientes sont ici en Belgique francophone, majoritairement issues de la communauté guinéenne, mais également et de plus en plus des patientes issues de la Corne de l'Afrique, de l'Est de l'Afrique, comme des patientes venant de Somalie ou encore de Djibouti. Elles ont entre quelques mois et 60 ans, mais les plus nombreuses d'entre elles ont entre 20 et 40 ans, 20 et 39 ans. Et le type de MGF qu'on rencontre le plus souvent chez nous est le type 2, ce qui concorde bien, évidemment, avec le fait qu'on a une forte prévalence de patientes guinéennes. Donc, après 3 ans, on peut dire qu'on a vraiment le sentiment que nos patientes sont satisfaites, on a l'impression de les aider, c'est le retour qu'on a directement en clinique. On est ravis de constater aussi que l'équipe se spécialise de plus en plus. Il y a vraiment une expérience qui s'accumule et qui est efficiente, c'est tout à fait évident. Et ce qui est intéressant et qui mérite d'être souligné, c'est que la communauté internationale aussi, quand on se rend dans des colloques, est intéressée par notre méthode, en tous les cas est intéressée par le fait que notre gouvernement ait choisi de rembourser une prise en charge multidisciplinaire plutôt que de rembourser la chirurgie de manière isolée, comme ça peut être le cas dans certains pays, dont des pays voisins du nôtre. Alors évidemment, la liste des défis est encore très très longue, mais parmi ceux-là, il faut qu'on fasse, évidemment, qu'on mette en place des dispositifs pour parvenir à suivre les patientes à long terme de manière plus efficace, notamment pendant la période post-opératoire, parce que souvent, une fois opérées, elles ont tendance à perdre un peu la motivation de venir nous revoir. Il faut que les démarches administratives liées au remboursement de tout ça soient plus efficaces et plus simples. Et également, il faut qu'on puisse maintenant mettre en place des dispositifs pour réussir à évaluer notre travail de manière scientifique
ce qu'on ne manquera pas de faire très prochainement. Et par ailleurs, on va essayer de s'inscrire dans une plus grande structure visant à prendre en charge tout type de violence faite aux femmes, et ça, ce sera pour l'automne 2017. Je vais passer la parole maintenant à mon confrère et néanmoins professeur de chirurgie en matière de reconstruction clitoridienne, le professeur Ouedraogo, qui nous vient du Burkina Faso. Bien, merci Martin. Alors, il faut dire que les mutilations génitales au Burkina Faso représentent quand même quelque chose de très important, puisque selon l'enquête démographique et de santé, on estime à environ 76%. Nous sommes dans un pays qui condamne par une loi la pratique des mutilations génitales. Donc c'est quelque chose qui est réprimé par le code pénal. Et il y a un comité national de lutte contre la pratique de l'excision qui a été mis en place par le gouvernement. Ce comité a une grande expérience parce qu'elle travaille depuis plus de 20 ans. C'est un comité qui a sensibilisé les populations, qui a fait une formation de l'ensemble des parties prenantes, qui mène une recherche opérationnelle et qui offre donc une possibilité aux personnes victimes de mutilation de se faire réparer les séquelles dans les différentes structures hospitalières de Burkina. Ce comité travaille également pour la répression donc de cette pratique à travers une poursuite des personnes qui sont impliquées donc dans la pratique des mutilations et puis fait un peu de lobbying pour que son message soit entendu. Il y a un numéro vert qui est mis à disposition des populations pour signaler toute suspicion ou pratique avérée donc de mutilation sur des personnes afin que l'appareil judiciaire puisse se mettre en place. Nous travaillons à sensibiliser la population à travers les relais régionaux donc de ce comité national de lutte contre la pratique des mutilations qui existe donc dans les 13 régions que compte le Burkina. Il s'agit donc d'une sensibilisation de la population à travers une approche dite holistique parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il n'y a pas seulement que le milieu médical. Et à côté donc de cette sensibilisation, nous essayons donc d'offrir une pratique médicale à travers la formation des médecins à la chirurgie réparatrice. Chirurgie donc des séquelles de mutilation pour permettre donc aux médecins affectés dans les différents hôpitaux du pays de pouvoir donc procéder à la réparation donc des séquelles d'excision pour les personnes victimes de mutilation et de répondre donc à leurs besoins sur le plan médical. À côté donc de cette réparation, nous avons également formé les médecins à la pratique donc de la reconstruction du clitoris depuis 2006 pour les personnes qui en ont besoin, qui en expriment la demande. Et cette pratique se faisait donc dans un hôpital dit CMA, Centre médical avec antenne chirurgicale, depuis 2006. C'est un hôpital de référence qui travaille avec environ 60 formations sanitaires périphériques pour une population d'environ 600 000 habitants. Et cet hôpital a réalisé en moyenne 1300 interventions chirurgicales dont les mutilations, dont la réparation des mutilations génitales féminines. Et l'équipe en charge donc de cette intervention était constituée de gynécologues, d'anesthésistes, de sages-femmes et de psychologues. Aujourd'hui, cet hôpital fait partie donc du grand hôpital dénommé hôpital de district de Bordeaux que vous voyez sur cette image et qui a beaucoup de services et qui fera donc sa prochaine campagne de réparation de séquelles d'excision et de reconstruction du clitoris en mars 2018. Alors, beaucoup de choses ont été faites donc dans cet hôpital et au CHU Yalgado Ouedraogo et à la clinique Souka en ce qui concerne la réparation des séquelles, la reconstruction du clitoris et la formation des médecins à cette chirurgie intime. Nous recevions donc environ 85% de type 2 de mutilation. Et le type 3 représentait seulement que 5% parce que ce n'est pas une pratique vraiment courante au Burkina Faso. C'est surtout le type 2 qui est pratiqué.
Et de 2006 à 2017, ce sont environ 40 médecins qui ont été formés à la chirurgie réparatrice, qui a concerné environ 500 femmes, dont 200 ont bénéficié d'une réparation de séquelles simples et environ 300 femmes ont bénéficié d'une reconstruction du clitoris à travers des campagnes d'intervention une fois par an sur 2 semaines. Alors, en termes d'évaluation, il faut dire qu'en point fort, nous remarquons une forte mobilisation des femmes autour donc de cette offre de soins que nous proposons. Des femmes qui ont vécu l'excision et d'autres qui n'ont pas vécu mais qui luttent contre la pratique de l'excision et qui travaillent à sensibiliser les femmes victimes à venir donc vers nos structures sanitaires. Nous avons eu la participation d'un psychologue, pas en temps régulier, mais à un certain moment donné. Nous avons une implication de tout le personnel du service de gynécologie et obstétrique et des médecins sont formés chaque année à l'offre de soins chirurgicaux et ces médecins, après affectés dans les hôpitaux du pays, peuvent donc offrir cette pratique médicale. Il reste quand même des défis à relever. Il s'agit donc de la qualité du suivi post-opératoire, surtout des femmes qui viennent des régions très reculées juste pour cette intervention et qui doivent repartir dans un environnement où il n'y a pas de prestataire qui sache vraiment réaliser le suivi post-opératoire d'une reconstruction du clitoris, par exemple. Il y a aussi le passage systématique en consultation de psychologie qui reste un défi parce que nos psychologues ne sont pas spécialement formés à la préparation des femmes devant subir ce type d'intervention. Et puis, l'autre défi, c'est d'offrir donc la chirurgie réparatrice et de reconstruction de façon régulière toute l'année et non pas se limiter aux campagnes de reconstruction que nous réalisons chaque année sur 2 semaines dans nos hôpitaux. Donc voilà ce qui est de Burkina, mais disons que en plus des défis, ce qui n'est pas écrit ici, c'est que nous comptons organiser une formation diplômante à la chirurgie réparatrice et intime et nous pensons que la première session aura lieu en 2018 si le dossier est validé au conseil scientifique de l'université de Ouagadougou. Ça sera en collaboration avec le CHU d'Angers avec qui nous collaborons depuis 2006 grâce à l'appui du docteur Matzou Sébastien et de toute son équipe du CHU d'Angers. Donc, nous ferons un diplôme interuniversitaire sur la chirurgie réparatrice et intime à partir de 2018, Inch'Allah. Voilà, merci. Merci, Charlemagne. Alors, donc, je vais faire un petit point, un petit pont entre la prise en charge médicale pluridisciplinaire quand même, mais plutôt axé sur le médical, vers plutôt la prise en charge psychologique et sexologique. Et donc en fait, je vais vous présenter un projet qui vient juste d'être lancé. Donc c'est un lancement d'un mapping ou d'une cartographie sur la prise en charge psychologique, sexologique et sociale des femmes concernées par les mutilations génitales féminines. Et donc c'est le projet qui fait partie d'une communauté de pratique sur les mutilations génitales féminines qui a été lancée en début d'année, donc début 2017, c'est tout nouveau. Et bon, avant de passer sur la cartographie, je voulais juste faire un petit point sur la communauté de pratique pour que vous puissiez voir dans quel cadre ce travail s'insère. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une communauté de pratique? Parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément l'habitude de travailler avec ce genre d'outils. Donc, une communauté de pratique, ou COP, ou Community of Practice en anglais, c'est un groupe de personnes qui partagent une préoccupation ou une passion pour quelque chose qu'elles font et qui apprennent à mieux le faire en interagissant régulièrement. Donc, en gros, c'est comme un réseau de professionnels, d'activistes, d'organisations de la société civile, de chercheurs qui interagissent en ligne autour d'un thème. Donc, c'est un réseau horizontal, donc il n'y a pas de hiérarchie, et c'est un réseau qui utilise les outils web, donc la nouvelle technologie. Il y a donc une mailing list, donc dans notre cas c'est un Google Group,
donc avec un forum, il y a l'utilisation des réseaux sociaux, donc notamment Facebook, et il y a un blog où on peut poster donc, des informations sur la COP, des articles faisant des focus sur des personnes membres, par exemple, sur des actions qu'elles mènent, et des informations autour du thème qui nous concerne, donc dans notre cas, les mutilations génitales féminines. Et on a décidé dès le début du lancement de la communauté de pratique d'en faire un focus spécifique sur l'accompagnement psychologique et sexologique. Et ce que j'ai peut-être oublié de dire juste au début, c'est que c'est un projet qu'on mène grâce au soutien du Joint Programme, donc du programme conjoint de UNICEF et de l'UNFPA, donc le Fonds des Nations Unies pour la population, donc qui mène un projet sur les mutilations génitales féminines dans 11 pays africains. Et donc notre projet s'insère là-dedans, et c'est vraiment une communauté de pratique qui vise à faire le lien entre l'Afrique et l'Europe. Donc pour permettre une discussion autour de des mutilations génitales féminines entre tous les acteurs et actrices et professionnels qui travaillent sur ce sujet sur les deux continents. Donc dans une approche horizontale, comme je disais. Et l'idée, évidemment, c'est d'offrir des réponses spécifiques au contexte. Donc de voir qu'est-ce qui se passe dans un lieu et dans quelle mesure cela peut être reproduit dans un autre lieu. Et aussi du coup d'apporter ces innovations au pouvoir politique afin de montrer ce qui est fait et de peut-être inciter les pouvoirs politiques à soutenir des démarches dans d'autres lieux. Et donc, pour juste voir les objectifs de la communauté de pratique, donc comme je disais, c'est vraiment de pouvoir promouvoir un échange d'expérience et d'expertise au niveau local et international dans une perspective horizontale et intersectionnelle. Donc, nous avons des membres dans la communauté de pratique qui sont issus des organisations non gouvernementales, des institutions publiques, des médias, donc des journalistes par exemple, des professionnels de la santé. Et donc toutes ces personnes peuvent échanger ensemble sur le forum autour de partir de leur perspective. Et bien sûr aussi au niveau local, donc il y a des personnes qui travaillent dans des tout petits villages, comme il y a des personnes qui travaillent plus à un niveau institutionnel ou international. Et évidemment, l'objectif global avec une telle communauté, c'est d'améliorer la prévention et la prise en charge des femmes concernées par les mutilations génitales féminines. Donc que ce soit évidemment au niveau de la santé, mais surtout notre focus est donc de la prise en charge psychologique et sexologique. Et un autre point important, c'est que la communauté de pratique, elle est bilingue. Donc, elle est disponible, tous nos documents et notre blog et notre communication est en français et en anglais. Donc, ce qui permet de vraiment s'ouvrir vers les différents pays d'Europe, francophones ou d'autres anglophones ou qui parlent d'autres langues où les personnes parlent souvent anglais. Et aussi en Afrique, et notamment le français permet d'être plus accessible pour les personnes qui habitent en Afrique de l'Ouest ou beaucoup de personnes qui sont francophones, alors que l'anglais permet aussi d'être abordable pour d'autres communautés. Donc je vous ai juste vu, donc on est en train de mettre en place une petite carte pour montrer où sont les différents membres. Donc je vous ai juste mis 2 exemples sur le PowerPoint. Pour montrer que voilà, il y a des personnes vraiment de différents secteurs et différentes régions. Donc, ça va d'une personne membre d'une ONG en Norvège à une journaliste au Kenya. Enfin, c'est vraiment très varié. Voilà. Et toutes ces personnes donc adhèrent à travers le site et peuvent discuter ensemble sur le forum. Et donc un petit point sur la cartographie. Donc elle a été lancée il y a juste quelques semaines. Et les questions qu'on se pose, qu'on se posait pour lancer cette cartographie, c'est quels outils et techniques sont utilisés dans l'accompagnement des femmes et filles concernées par les MGF, donc en dehors des techniques purement médicales, et qu'est-ce qui est accessible et qu'est-ce qui manque. Donc c'est vraiment ce lien entre le terrain et les pouvoirs publics, de dire qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, parce que parfois on fait plein de choses, mais c'est pas forcément visible. Et parfois on cherche à faire plein de choses, mais les moyens nous manquent. Et qu'est-ce qu'on cherche à mettre en place et comment ça a été mis en place dans d'autres lieux. Donc les hypothèses, c'est que les techniques et les outils
des techniques et outils diverses sont utilisés dans la prise en charge des traumas, donc plutôt des problèmes psychologiques et aussi des troubles sexuels liés aux MGF. Et bien sûr, ces outils et ces techniques dépendent des contextes où elles sont menées et de la possibilité dans chaque pays et chaque région. Et aussi, que ce soit au niveau urbain ou rural, on sait que bien sûr qu'il n'y a pas les mêmes possibilités. Et aussi des expériences des institutions qui les mènent. Et l'hypothèse aussi qu'on fait, c'est que les professionnels et les organisations de terrain et bien sûr aussi les femmes concernées elles-mêmes sont les mieux placés pour identifier les besoins et les lacunes. Donc c'est vraiment important, la communauté de pratique, elle cherche vraiment à donner la parole aux personnes qui travaillent sur le terrain pour faire remonter leurs expériences. Et donc l'idée finale est de dire que à travers cet échange, on peut arriver à mettre en place de nouvelles initiatives et de nouvelles solutions. On travaille avec d'autres communautés de pratique qui justement permettent aux professionnels et aux chercheurs d'échanger sur leurs pratiques et de faire des nouvelles collaborations qu'on ne s'imaginait peut-être pas. Donc l'idée aussi, c'est de permettre aux gens de savoir, de se connaître, alors que peut-être qu'ils ne savent pas que dans une autre ville ou dans un autre pays, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de similaire. Et donc l'objectif global du mapping, donc, c'est de produire ces connaissances sur la situation de prise en charge, psycho, socio et sexo, en Europe et en Afrique. Et à terme, on va donc produire une carte qui montrera, un peu comme la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, les actions qui sont disponibles en Afrique et en Europe. Ah oui, et dernier point vraiment important, c'est de dire que notre approche elle est vraiment holistique. Donc dans l'élaboration de l'enquête, on a vraiment cherché à prendre en compte les actions qui peuvent être menées de manière très holistique. Donc on sait que dans certains pays, par exemple, il est plus rare d'aller voir un ou une psychologue, mais qu'il y a bien sûr d'autres personnes qui ne sont pas forcément psychologues, de la manière dont en Belgique, par exemple, on peut l'imaginer, mais qui mènent des actions qui visent à améliorer le bien-être des femmes qui sont concernées par les MGF, et les femmes elles-mêmes peuvent aussi mettre en place des activités donc pour améliorer leur santé mentale et sexologique. Donc on essaie vraiment d'être ouverte, que ce soit pas. Donc on sait que par exemple il y a l'exemple de C'est ma vie qui est un centre pluridisciplinaire où il y a aussi des sexologues, des psychologues, c'est peut-être plus traditionnel, mais on sait aussi qu'il y a d'autres manières de mener ça, et Annalisa va aussi donner des exemples justement d'actions qui sont peut-être moins traditionnelles. Enfin, je sais pas si c'est non, pas moins traditionnel, mais bon, dans la mesure où elle travaille avec l'art-thérapie, enfin bon, elle va vous expliquer ses actions. Voilà. Je vais terminer sur quelques liens, donc juste comment participer à ce merveilleux projet. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est rejoindre la communauté de pratique. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit de remplir le formulaire d'adhésion qui est en ligne sur le site copfgm.org. Et pour renseigner, donc, si vous avez un projet qui semble entrer dans notre vision très holistique de l'accompagnement psychologique et sexologique et social des femmes concernées par les MGF, donc on peut remplir le questionnaire en ligne. Donc je vous ai mis le lien, je vais vous le remettre en commentaire pour que vous puissiez cliquer dessus. Voilà, et n'hésitez pas aussi à aller voir notre page Facebook. Donc je passe la parole à mes deux collègues pour les dernières deux présentations, donc sur l'accompagnement psychologique et sexuel, et on va commencer avec Annalisa Taguano. Merci. Je peux avoir le pointeur ? Alors bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis psychologue et je travaille au GAMS Belgique, et je vais vous parler très rapidement de la manière dont j'accompagne des femmes au niveau individuel et aussi au niveau collectif. Alors le GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, on est composé par une équipe pluridisciplinaire, vous pouvez le voir sur la photo,
une équipe multiculturelle. C'est une association qui existe en Belgique depuis 20 ans et qui a été créée par Kaditiatou Diallo, qui elle-même était concernée par la thématique, enfin par la question des violences de genre de manière générale. Les missions du GAM, c'est de prévenir les mutilations en Belgique, réduire l'impact sanitaire, psychologique et social des mutilations, avec un accompagnement psychologique, social et communautaire, comme disait Martin tout à l'heure, favoriser la concertation et l'action intersectorielle et soutenir la prévention en Afrique, notamment on a un projet au Sénégal, à Vélingara. Alors, la plupart des personnes qui viennent me voir, ce sont des femmes, même s'il y a également des enfants et des hommes qui peuvent être touchés de manière indirecte, qui peuvent consulter, mais au GAMS, en tout cas, ce sont les femmes. Pour vous décrire un petit peu qui sont ces femmes, ce sont tout d'abord des migrantes, des exilés en fait. Elles viennent en Belgique parce qu'elles fuient quelque chose. Et donc il y a cette question du non-retour possible chez elles, d'une persécution qu'elles fuient, de ces violences qui peuvent être mutilations sexuelles, mais qui peuvent être aussi de tout autre genre. Elles sont demandeuses d'asile, parfois elles ne le sont plus, ce qui rend la situation encore plus compliquée à suivre parce qu'il y a vraiment une précarité au niveau social, au niveau économique, au niveau hébergement. On dit d'elles qu'elles sont déracinées parce qu'à partir du moment où elles commencent à remettre en question certains éléments de la tradition, parce qu'au GAMS, à travers nos activités collectives, on travaille vraiment l'égalité homme-femme et la question de l'émancipation, alors on va dire qu'elles ne font plus partie du groupe et on va un petit peu les chasser, les remettre en question, on dit qu'elles sont diluées, qu'elles sont déracinées. Elles sont parfois mères, elles sont parfois épouses, mais pas que. Et comme je vous disais, il n'y a pas seulement l'excision qu'elles ont subie comme forme de violence, parce que souvent les femmes qui viennent au GAMS sont concernées par un mariage forcé, et qui dit mariage forcé parle de violence sexuelle. Donc il y a une part de victimes évidemment à reconnaître et à travailler sur les bénéficiaires, mais on aime aussi travailler sur toute la partie intacte, sur les ressources, sur les connaissances, sur j'écris, elles sont porteuses et respectueuses de leur éducation, elles ont des compétences, des connaissances, et on travaille beaucoup l'empowerment, l'émancipation, la mise en autonomie. Parfois, elles viennent accompagnées de leurs enfants et parfois, elles sont obligées de se séparer de leurs enfants pour des questions financières parce qu'elles ne pouvaient pas financer le voyage. Et donc, c'est un stress supplémentaire à considérer dans l'accompagnement. Et alors, elles disent qu'elles sont en aventure, elles ont été en aventure en venant en Belgique. Et quelque part, en fait, elles arrivent ici en vie parce qu'elles sont du côté de la vie, elles fuient des persécutions. Elles sont des pionnières parce que dans leur famille, dans leur groupe, elles sont les premières, peut-être, à sortir, en fait, de ce cycle de répétition des violences. Et elles vont pouvoir semer de nouvelles façons d'être, façons de se comporter, nouvelles visions ici en Belgique, en faisant le travail de mélanger vraiment la question culturelle qu'elles ont envie de garder, celle qu'elles ont envie de laisser, celle qu'elles ont envie de prendre de l'endroit où elles sont, où elles vivent, notamment ici en Belgique. Et la plupart des femmes qui viennent au GAMS, elles sont originaires de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient. Alors pourquoi elles viennent me voir? Elles disent presque toutes, ce sont ces mots qui reviennent, je veux être normale. C'est vraiment leur mot à elles. C'est un mot que nous, on n'utilise absolument jamais. Mais en fait, elles identifient, depuis leur arrivée en Belgique, en fait, elles identifient un certain nombre de symptômes, de changements au niveau du comportement, au niveau des émotions, au niveau de leurs réactions, qu'elles ne se reconnaissent pas en fait. Elles se sentent bizarres, elles se sentent étrangères et elles disent vouloir redevenir comme elles étaient avant. Et avant pour elles, c'est avant d'avoir subi l'événement traumatique, avant en fait d'être arrivées sur le territoire belge. Parce que c'est comme si durant toutes leurs, on va dire, tous les différents événements traumatiques qu'elles ont passés, comme elles sont en survie, c'est comme si elles courent un sprint qui ne finit jamais, et arrivées en Belgique en se posant, c'est là que tous les symptômes peuvent apparaître. Et donc elles parlent, elles se plaignent de troubles psychosomatiques. Nombreuses, elles disent j'ai mal à la tête.
Au niveau du sommeil, je ne dors pas la nuit, je fais des cauchemars, je me réveille en sursaut. Elles se plaignent également de troubles au niveau cognitif, des problèmes de mémoire, de concentration ou de confusion au niveau de l'espace et au niveau du temps. Elles oublient leur rendez-vous, elles se trompent de rendez-vous ou elles ne reconnaissent pas les lieux des rendez-vous alors qu'elles elles ont déjà été dans ces endroits. Au niveau émotionnel également, il y a une grande méfiance, une perte de confiance en fait vis-à-vis des gens, vis-à-vis de l'humain, homme, femme, ce qui s'explique par rapport à la question des conséquences potentielles psychologiques au niveau de l'excision. Et les troubles sexuels, elles en parlent également en consultation, mais bizarrement, c'est pas la première plainte qu'elles vont apporter. En tout cas, pour nous qui sommes situés dans cette association militante. Elles se plaignent de problèmes de désir et de problèmes de plaisir. Donc, je peux rester 1 an sans chercher l'homme. Je sors d'une animation communautaire là tout de suite, et c'est exactement les mêmes paroles qui reviennent à chaque animation. Ou bien j'ai mal lors des rapports sexuels où je ne ressens rien. La question à savoir comment est-ce qu'elles arrivent en consultation, c'est assez variable. Alors elles arrivent à consulter une psychologue, soit parce qu'elles ont une copine, donc du bouche à oreille, qui leur a parlé du bienfait d'aller voir une psychologue, de ce que ça avait pu lui apporter. Donc elles font la démarche elles-mêmes. Mais la plupart du temps, et c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur nos formations, ce sont les professionnels en fait de première ligne qui jouent le rôle de relais, qui aident ces femmes à identifier leurs plaintes, non seulement comme des problèmes peut-être médicaux, parce que quand une femme se rend plusieurs fois à un service médical en disant « j'ai mal à la tête », il y a peut-être autre chose d'émotionnel, de psychologique derrière la plainte. Donc c'est d'aider vraiment la personne à exprimer, à formuler la demande, lui donner une information correcte par rapport à la possibilité qu'elle puisse avoir d'être vue par une psychologue ou une sexologue, de l'expliquer de manière aussi à déconstruire les stéréotypes existants autour de la question de la santé mentale et de la peur, de la folie, de la différence avec la psychiatrie, etc., etc. Et ensuite d'orienter la personne vers les services adéquats, voire même l'accompagner la première fois pour vraiment favoriser le lien. Oui, voilà, justement, je fais le parallèle. Donc, par rapport à quel type d'accompagnement on peut proposer à nos bénéficiaires. Donc, je vous rappelle, on est dans un cadre de violence de genre, mais pas seulement, la question de l'exil. Donc, la première chose fondamentale à laquelle on pense, c'est une clinique du lien. On va essentiellement travailler la qualité de notre accueil, la considération de l'autre personne en tant qu'être humain, en tant qu'égal à soi-même, parce que ce sont des femmes qui ont des récits de vie vraiment terriblement en rupture avec la sécurité, dans leurs relations, ce sont des femmes qui ont été beaucoup maltraitées, qui ont été frappées, qui ont été violées. Enfin, voilà, vous pouvez très bien imaginer le tableau. Donc, on va d'abord travailler la qualité de la relation humaine et la manière dont on va s'adresser à elles, dont on va les considérer, dont on va les valoriser à leur juste valeur. Et pour cela, la manière dont je travaille, c'est l'utilisation de l'art-thérapie avec une orientation particulière portée au travail psychocorporel. Donc l'art-thérapie, c'est une pratique de soins fondée sur l'utilisation thérapeutique du processus de création artistique. Donc on ne va pas observer ce qui a été créé, enfin si on va l'observer bien sûr, mais la création finale n'est pas c'est pas sur ça qu'on va se baser, mais c'est sur vraiment comment la personne va se mettre en création à partir de ces mots. Donc par exemple, elle va venir parler d'une certaine situation et nous on va repérer qu'est-ce qui pourrait être mis en image. Et on va beaucoup travailler au niveau psychocorporel, c'est-à-dire voilà, elle va se plaindre de douleurs au niveau de la nuque, au niveau de la tête, au niveau du cœur, et on va lui proposer de le mettre en création à travers l'argile, la peinture, etc., etc.
Au niveau collectif, on a plusieurs ateliers communautaires pour enfants, pour jeunes, pour adultes. Et dans tous nos ateliers, l'idée générale, c'est de promouvoir l'égalité homme-femme, de permettre aux bénéficiaires d'acquérir de nouvelles connaissances pour renforcer leurs capacités, comme je vous disais au tout début, et travailler vraiment la question de l'empowerment et de l'émancipation. Ça permet un impact au niveau de l'estime d'elles-mêmes. On les mène vraiment à prendre la parole devant les autres. On joue au théâtre, on fait certains exercices qui leur permettent de récupérer confiance en elles, de développer un esprit critique, et cela peut avoir un impact non seulement sur elles, mais sur leur entourage également. Et voilà, à toi la parole. Merci. Bonjour, donc moi je suis Sandrine Van der Hoeven et je suis la sexologue de C'est ma vie. Alors déjà au mot sexologue, il y a souvent beaucoup de questions. C'est qui, c'est quoi ce professionnel? Est-ce qu'un professionnel de la santé peut finalement aborder les questions liées à la sexualité? Eh bien oui, puisque finalement c'est un phénomène qui est universellement vécu par tout un chacun, à partir du moment où on met le principe que la sexualité fait partie intégrante de chacun. On est tous filles ou garçons, on a tous des messages, une éducation différente en fonction de notre sexe, on a tous vécu un bain hormonal qui est différent à la puberté, qui fait qu'on se vit différemment, on a des changements corporels, mais on a également des réactions physiologiques qui vont se rajouter, et on va avoir des messages parentaux, et je dirais même, si on va plus loin, politiques, qui seront différents dans notre vie, si on est différents, filles ou garçons. L'OMS, il y a plus de 40 ans, je dirais, a rajouté un concept au niveau de la sexualité faisant partie intégrante de la personnalité de chacun, qu'au-delà du physique, eh bien, il faut réfléchir aussi au côté émotionnel, au côté mental et à l'influence sociétale finalement reliée à la sexualité. Et en 2002, l'OMS rajoute que pour arriver à un bien-être sexuel, eh bien, il faut que cette sexualité se joue sans rapport de force, sans contrainte, sans violence. Et je dirais que ce qui est vraiment génial dans cette prise en charge ou dans cette intervention de l'OMS, c'est qu'on rajoute même le fait d'amener du plaisir dans la sexualité. Et donc ça, c'est mon objectif en tant que sexologue à C'est ma vie, c'est de pouvoir amener le droit à ces femmes qui ont subi les mutilations, ce droit à la santé sexuelle. Alors comment elles arrivent chez moi? Finalement, comme demande première au niveau de C'est ma vie, c'est très rarement une demande première au niveau de ma sexualité un problème. Je dirais que ça ne concerne pas uniquement les femmes excisées, puisque très globalement, passer la porte d'un ou d'une sexologue, c'est extrêmement compliqué dans toutes les sociétés. Même si on a le sentiment qu'en Occident, on parle plus de sexualité, on parle plus de sexualité en général, mais parler de sa sexualité, surtout quand elle est empreinte de souffrance, c'est très difficile de passer une porte. Par contre, par rapport à l'anamnèse réalisée par mes autres collègues au niveau de C'est ma vie, on réalise que la symptomatologie amenée a un impact évidemment incontournable sur leur sexualité, que ce soit au niveau vaginal, douleur, sécheresse, écoulement, que ce soit au niveau de la vulve ou que ce soit au niveau même de l'impossibilité de la pénétration. Évidemment, il y a un impact sur leur sexualité et ça va même sur des effets de l'excision qui va sur d'autres sphères au niveau du périnée, comme des incontinences et qui peut évidemment amener des problématiques au niveau de la sexualité. Alors, ma consultation de sexologie au cœur de C'est ma vie, eh bien, quand une femme demande une reconstruction, le fait de venir me voir est incontournable. Il y a comme un trajet de soins qui a été décidé, qu'à partir du moment où une femme demande de reconstruire matériellement l'élément qui symbolise pour elle l'accès au plaisir sexuel féminin, on a trouvé intéressant de pouvoir leur offrir un espace de parole au niveau de leur sexualité avant la reconstruction chirurgicale. Voilà. Cet accompagnement est individuel pour l'instant et est gratuit. Donc c'est quand même le seul endroit où il y a une consultation de sexologie qui est complètement gratuite en Belgique.
Ma consultation a 5 piliers. La première, c'est la réalité et la transmission de la réalité anatomique, puisque ces femmes n'ont pas la connaissance, pour la plupart d'entre elles, que leur clitoris est en réalité présent entre 90 et 95% dans leur corps. Je leur dis quand elles sont en face de moi, mais vous savez, votre clitoris, il est là entre vos jambes, entre 90 et 95%. Elles ont vraiment la croyance que leur clitoris est uniquement la partie extérieure. Je leur explique aussi que finalement, du coup, cet organe est facilement accessible en fonction évidemment de ce qu'elles me racontent au niveau de leur vécu et de leur douleur, mais au niveau de la stimulation, il est facilement accessible juste derrière le pubis avec des organes mous, qui sont des organes mous, et qui a une taille qui est certainement non négligeable, qui est présente, qui va de l'ordre de derrière leur cicatrice jusqu'aux parties latérales au niveau vaginal. Le deuxième pilier, c'est que oui, s'il y a une grande partie de cet organe qui est présent, il faut être quand même dans la reconnaissance de ce qu'on leur a ôté. C'est quand même une partie qui est tout à fait particulière au niveau de la réalité anatomique. C'est un véritable condensé de fibres nerveuses et donc d'accès à une certaine sensibilité, une certaine facilité, en tout cas à cette excitation locale. Ça aussi, c'est important de leur dire qu'au niveau de la chirurgie, il n'y aura pas un retour à un clitoris de naissance. Il n'y aura pas la possibilité de ramener ce clitoris externe qui a été ôté de par le fait qu'il y a une particularité au niveau anatomique. Que quand on a ôté les petites lèvres participent aussi à la réponse sexuelle au niveau de l'augmentation de la sensibilité génitale. Ça aussi, il y aura un retour qui est tout à fait impossible. Évidemment, l'infibulation amène à un accès complètement interdit à l'excitation de la femme, en tout cas au niveau génital. Ici, on parle de ce côté local et au niveau d'amener un plaisir sexuel féminin, mais j'amène l'importance aussi qu'il faut pouvoir dépasser ce côté vision locale de l'excitation de la femme, mais de ramener l'ensemble de son corps et de son côté relationnel, et notamment au niveau du corps, l'excision de la femme amène souvent une castration mentale. Donc on travaille ensemble à comment dépasser cette castration mentale qui a vraiment cet effet-là chez les femmes, et aussi leur expliquer comment pouvoir dynamiser leur capacité cérébrale à mettre en place un désir, à juguler une excitation, à pouvoir monter l'excitation, et donc de faire participer entièrement leur cerveau dans leur réponse sexuelle. Que tout le corps de la femme, finalement, est une ode, est une offrande pour pouvoir amener l'excitation sexuelle, et qu'il ne faut certainement pas la restreindre au côté génital. Il y a aussi l'importance de discuter au niveau relationnel. La femme a ce fonctionnement qui est très global, qui est difficile de se mettre en tiroir, et donc la qualité de la relation qu'elle a avec le partenaire, le feeling, comment se passe la relation finalement en dehors de la sexualité, la confiance, le respect, eh bien le type de relation en dehors de la sexualité va très fortement influencer la manière dont elle peut vivre sa sexualité, et encore plus de manière plaisante. Et puis il y a une réalité de réponse physio-anatomique qui fait que si l'homme a une réponse de l'excitation beaucoup plus rapide que la femme, évidemment beaucoup plus visible par son érection, eh bien la femme a un côté qui a besoin en tout cas de beaucoup plus de temps pour arriver à l'acmé de sa courbe d'excitation. Et donc ça, c'est une réalité de la réponse physioanatomique de la femme et aussi de son ressenti. La femme a besoin de plus de temps pour être excitée, pour percevoir cette excitation et pour pouvoir en profiter. Et donc, il faut automatiquement donner du temps. Je dois travailler aussi beaucoup les fausses croyances. Ici, j'en ai repris 2 qui sont quand même les plus fortes. C'est que les femmes pensent que l'homme est le détenteur du pouvoir et de la connaissance au niveau de la sexualité. Je dirais que finalement, ça porte un gros poids pour les hommes également aussi. Mais de ce fait-là, elles sont comme victimes
une deuxième fois victime. Je ne sais pas avoir de plaisir sexuel puisqu'on m'a excisé, j'ai plus de clitoris, mais de toute façon, ce sont les hommes qui sont détenteurs du pouvoir sexuel. C'est eux qui ont leur pénis, c'est eux qui ont, je veux dire, ce pouvoir phallique est quand même reconnu de manière, enfin reconnu en tout cas vécu de manière universelle, et donc c'est lui qui sait. Donc il y a vraiment ce côté, cette passivité qui s'installe pour ces deux raisons-là. Et puis l'idée que ce clitoris externe, c'est une perle, c'est un bouton extérieur, et les femmes excisées ont cette fausse croyance comme quoi le replacement ou les femmes qui n'ont pas été excisées, c'est ce petit bouton sur lequel on pousse et la jouissance est immédiate. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille ensemble. Et puis l'ensemble du travail est toujours aussi avec un fil conducteur, c'est d'amener la femme à trouver sa place et sa position dans la sexualité, et que quelque part, elle est la première à pouvoir œuvrer dans ce sens en trouvant sa cartographie de son fonctionnement sexuel. Toutes les femmes n'ont pas la même carte au trésor pour aller vers son épanouissement sexuel, et à elle aussi à devoir faire sa partie de chemin pour pouvoir découvrir, pour à un moment donné transmettre. Comme on disait tout à l'heure, l'homme ne sait pas tout et ne sait encore moins pas comment fonctionne l'autre. Et donc c'est important de pouvoir dynamiser la relationnelle du couple pour pouvoir être dans l'échange. Et moi, de ce que je vois dans les patientes, c'est finalement quand il y a un partenaire là et qui est soutenant, ils viennent eux aussi en disant qu'ils sont malheureux d'avoir une femme qui n'est pas active sexuellement et qui se ferme, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une vraie richesse au niveau du couple global si la femme prend en fait cette jouissance et amène et demande une certaine jouissance au niveau sexuel. Et puis ça amène la grande question finalement de la place de la femme vis-à-vis d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut faire de son corps? Qu'est-ce qu'elle veut faire dans la relation sexuelle par rapport à l'autre? Où elle place la sexualité? Donc c'est de prendre une certaine distance vis-à-vis des messages familiaux, communautaires, sociétals, que ce soit d'origine ou d'accueil par ailleurs, pour donner une place à l'individu. Ne pas aller contre le côté communautaire, mais en tout cas de se dire où moi je veux aller personnellement. Le grand défi, c'est finalement qu'à un moment donné, une femme excisée peut avoir et peut développer tout à fait une place dans sa sexualité et un plaisir sexuel. Et c'est grâce aux femmes excisées, c'est elles qui m'ont amené que ce défi pouvait être finalement dépassé, parce qu'il y a 4 ans quand j'ai commencé, il n'y a pas vraiment j'avais pas d'expérience, il n'y a pas de guideline, il n'y a rien. Et donc ce sont les femmes excisées qui m'ont ramené elles-mêmes. Ça y est, je peux avoir du désir. Et bien finalement mon mari il est surpris parce que moi je vais plus souvent vers lui, alors qu'avant c'était tout à fait, j'allais jamais et j'osais pas. C'est elles qui me ramènent, qu'elles apprennent à découvrir des sensations, qu'elles apprécient ces sensations, qu'elles découvrent autant le plaisir clitoridien. Et donc c'est bien clitoridien, puisque comme vous avez vu, l'ensemble du clitoris est bien prévu, vaginal, aller jusqu'à l'orgasme. Et tout ce cheminement est une porte, finalement la sexualité est une des portes, je ne dis pas que c'est la seule bien entendu, mais une des portes qui peut amener l'émancipation des femmes de manière globale. Alors piste pour le futur, ce serait génial si on pouvait développer ça dans les pays qui sont touchés par les mutilations génitales des femmes, de pouvoir développer les consultations individuelles, mais aussi parce que finalement je rejoins dans tout ce que je dis dans mes consultations, il y a beaucoup de mêmes messages que je transmets à l'ensemble des femmes, qu'elles soient finalement excisées ou pas. On manque cruellement d'éducation affective et sexuelle, que ça on peut très facilement réaliser en groupe. Et puis ces groupes de parole où finalement des femmes qui ont l'expérience d'éducation sexuelle ou pas puissent elles-mêmes trouver des ressources entre elles, se donner confiance entre elles, se dynamiser entre elles aussi. Voilà, je vous remercie. Je repasse la parole à Stéphanie. Merci Sandrine pour toutes les présentations. D'ailleurs, merci à tout le monde. Donc, on va passer aux questions. On a déjà reçu quelques questions. Je vais peut-être commencer par poser à Charlemagne la question que Sandrine vient de poser en fait à la fin de sa présentation.
Et c'est une question aussi que j'avais prévu de te poser, Charlemagne. C'est quelle place pour toi pour l'accompagnement sexologique, justement? Tu avais bien dit que vous travaillez avec un psychologue. Quelle place pour l'accompagnement psychologique et quelle place pour l'accompagnement aussi sexologique, que ce soit au Burkina Faso, et je sais aussi que tu travailles, enfin tu voyages aussi beaucoup dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc peut-être si tu peux aussi donner ton point de vue. Est-ce que ces actions sont développées? Donc c'est quelque chose justement qu'on essaie de savoir dans le mapping et tout ça. Voilà. Eh bien, merci. Moi, cette partie de la présentation m'a beaucoup séduite, hein, ça c'est clair. Il faut dire que au niveau du Burkina, nous n'avons pas une grande expérience dans l'approche psychologique. Elle a été faite sur 3 ans avec notre psychologue qui a maintenant changé d'hôpital. Et donc, nous devons maintenant impliquer une nouvelle personne qui doit se former auprès de lui pour savoir comment accompagner donc les femmes victimes donc de mutilation avant leur intervention, dans le suivi post-opératoire, etc. Nous n'avons pas de spécialistes en sexologie localement au niveau du Burkina, c'est juste la partie psychologie, et ce sont ces prestataires qui sont chargés de développer ces questions en rapport avec la sexologie. Peut-être ce qu'on peut faire, compte tenu du fait qu'il y a une connexion Internet possible et que beaucoup de gens ont accès à la connexion, c'est de voir comment, avec nos amis de la Belgique, comment est-ce que en ligne, nos patients peuvent avoir une consultation de psychosexologie et puis avant leur intervention, voilà, et en attendant qu'on puisse vous envoyer peut-être un agent pour une formation en sexologie, ça nous intéresse et nous verrons dans quelles possibilités cela pourrait être fait. Si on regarde dans l'Afrique de l'Ouest, pour ce que je connais, le Burkina est le seul pays qui offre la reconstruction du clitoris. Au Mali, ce n'est pas possible. Au Sénégal, nous avons voulu avec le docteur Mazou, donc introduire cela, mais c'est pas encore au point. En Côte d'Ivoire, nous avons formé des médecins qui essaient de façon embryonnaire à offrir donc la reconstruction du clitoris. Au Bénin, il n'y a pas de spécialistes en la matière. Au Niger non plus. Au Togo, il n'y en a pas. Nous avons formé des médecins qui sont venus. Non, ce sont des résidents qui viennent de la France, chaque année avec le docteur Mazou, qui sont formés, qui repartent. Donc en dehors de la Côte d'Ivoire et quelques personnels du Sénégal, il n'y a pas de centre qui offre de façon régulière et visible la reconstruction du clitoris et la réparation des séquelles en général. Donc c'est quelque chose d'embryonnaire en Afrique de l'Ouest. Pour l'offre de soins, n'en parlons pas, l'approche psychosexologique. Donc nous sommes intéressés par votre expérience et nous allons certainement développer une forme de collaboration pour former une personne de notre équipe. Merci Charlemagne. Je vais peut-être enchaîner du coup avec l'une des questions qui nous a été posée sur le forum. Donc n'hésitez pas à poser des questions pour celles et ceux qui nous écoutent. Et justement pour rejoindre ce que tu disais Charlemagne, il y avait une question qui disait, en termes de chirurgie réparatrice, que ce soit en Belgique ou au Burkina, combien de femmes ont pensé dans un premier temps avoir besoin de cette chirurgie et qui finalement, grâce à l'accompagnement psy et sexuel, y ont renoncé pour avoir retrouvé la plénitude de leur désir sexuel. Donc j'imagine que qui ont renoncé donc suite à un accompagnement. Et donc quelle approche mettez-vous en œuvre pour que les femmes qui ne souhaitent pas se faire opérer puissent jouir sexuellement en se faisant avec d'autres parties du corps, je crois que la personne veut dire. Donc peut-être pour rejoindre juste ce que tu disais, Charlemagne, c'était
Donc vous avez pas forcément vous avez un suivi psychologique qui avait été mis en place. Est-ce que ça vous est arrivé que des femmes ont renoncé à la chirurgie, ou est-ce que d'autres femmes aussi, même à travers l'accompagnement que toi tu leur donnes, enfin les rendez-vous préopératoires, est-ce qu'il y a des femmes qui finalement renoncent à la chirurgie? Je te donne d'abord la parole et puis après à Martin qui pourra répondre du coup, et peut-être aussi Sandrine. Oui, c'est vrai. Alors, il faut dire qu'en dehors de la contribution du psychologue, ce sont les gynécologues obstétriciens qui font les consultations, qui jouent ce rôle de psychosexologue avec leurs connaissances certainement embryonnaires qu'ils ont reçues au cours de leur formation de gynécologue obstétricien. Et donc, nous essayons de faire le travail à la place donc du psychosexologue, certainement moins performant. Et si vous prenez sur environ 150 femmes qui ont consulté pour une séquelle d'excision, nous avons environ 10 à 15% qui renoncent après la consultation et qui, avec nos conseils et les différentes consultations d'accompagnement, arrivent à se retrouver sexuellement sans en avoir besoin d'une reconstruction du clitoris. Parce que beaucoup de femmes viennent avec une raison de la demande qui est une raison sexuelle. Docteur, je n'ai pas mon clitoris, je n'ai pas d'orgasme. Alors, nous, on leur explique en disant que, attention, vous pouvez avoir le clitoris et ne pas avoir d'orgasme. Parce que l'orgasme est la résultante de beaucoup de choses. Il ne suffit pas d'avoir le clitoris et avoir la baguette magique de l'orgasme, mais il faut savoir l'utiliser. Et il y a aussi des femmes qui sont excisées, mais qui arrivent à accomplir leur acte sexuel jusqu'à l'orgasme sans problème. Et donc, nous rentrons ainsi dans une consultation, donc manifestement de sexologie, pour expliquer un peu à la femme ce que c'est que l'orgasme, ce que c'est qu'une zone érogène. Nous rentrons dans l'intimité du couple pour comprendre la relation entre les deux personnes. Est-ce que le canal relationnel se passe bien? Est-ce que l'environnement est adéquat? Est-ce que la femme même se connaît? Parce qu'il y a des femmes qui ne se connaissent pas, qui ont peur de se toucher et donc du coup qui ne savent même pas quelles sont leurs zones les plus érogènes et qui sont tout à fait exigeantes vis-à-vis du partenaire. Et on leur dit souvent, si vous ne vous connaissez pas, comment pouvez-vous être exigeant vis-à-vis d'un partenaire? Parce qu'un partenaire, il faut le guider. Sinon, il peut être maladroit pendant toute une vie conjugale. Et donc, nous rentrons donc dans l'intimité de la femme pour lui faire comprendre que ce n'est pas seulement la reconstruction du clitoris, parce que nous pouvons le reconstruire le clitoris, et si les autres éléments ne sont pas pris en compte, elle pourrait revenir à la fin pour dire, docteur, votre affaire ne marche pas. Alors que tout simplement, et d'ailleurs ça nous est arrivé au tout début donc, de notre apprentissage dans la reconstruction, et ça nous a avisé à reposer donc la question donc, du cheminement jusqu'à la reconstruction. Donc quand nous abordons cette question, il arrive que environ 15% renoncent à la reconstruction et suivent nos conseils pour donc retrouver donc, son objectif escompté, qui est la satisfaction sexuelle, qui ne passe pas forcément par la reconstruction du clitoris. Merci. Merci. Martin, tu veux répondre à la question? Alors, Charlemagne a déjà expliqué une grande partie de tout ce qu'on voit, puisqu'on rencontre effectivement les mêmes problématiques chez nous. Dans notre centre, le taux de renoncement est beaucoup plus élevé, puisque effectivement 5 personnes sur 6 renoncent à la chirurgie. Je pense que, comme il l'a très bien dit, la méconnaissance de la sexualité et aussi également la confrontation entre ce qu'imaginent les patientes par rapport au résultat de la chirurgie et au déroulement de la chirurgie avec la réalité de ce qu'est la chirurgie en fait renoncer beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est une chirurgie qui est de réalisation assez simple, mais qui met beaucoup de temps à guérir, qui peut parfois faire chez certaines personnes très mal. Et donc ça, les patientes l'imaginent rarement. Elles sont souvent assez mal renseignées sur cet aspect-là des choses et ça peut, à juste titre, les effrayer, surtout quand on leur explique effectivement que pour une majorité d'entre elles, puisque c'est le désir d'avoir plus de plaisir sexuel qui conditionne de faire cette chirurgie, eh bien, comme il n'y a pas de garantie d'obtenir ce plaisir après la chirurgie, eh bien, elles se disent, bon, ok,
peut-être que du coup ça vaut pas le coup. Et donc, le cas échéant, on les oriente plutôt vers la psycho et la sexo. Maintenant, on n'a pas pu évaluer jusqu'à présent, c'est ce qu'on s'attache à faire, on n'a pas pu évaluer jusqu'à présent le taux de satisfaction, que ce soit sur le plan sexuel ou également de l'épanouissement personnel ou de la qualité de vie dans chacun des deux groupes. Et c'est notre grande question, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse y répondre. Personne encore, en fait, n'a répondu à cette question à ma connaissance. Merci. Donc ça, c'était par rapport à l'évaluation entre les personnes qui ont été opérées ou pas. Il y avait une question qui vient d'arriver, c'est est-ce qu'il y a des chiffres qui comparent l'accès au plaisir des femmes excisées et celles qui ne le sont pas en termes d'orgasme? Est-ce que quelqu'un sait s'il y a des études qui ont été faites comme ça? Pas à ma connaissance, puisqu'on a, comme disait Martin, on n'a pas encore évalué la réalité de atteinte orgasmique post-reconstruction. Hors du contexte de la chirurgie de reconstruction, il y a plein d'études qui ont évalué la sexualité des femmes excisées, évidemment, et de manière très étrange, certaines concluent qu'il n'y a pas de différence avec des populations de référence intactes et d'autres l'opposé. Donc, il est évident que, de par notre pratique qui est biaisée par la sélection des patients qui viennent nous voir uniquement quand elles ont des problèmes et pas pour nous dire qu'elles vont bien, pour nous c'est difficile de croire qu'on puisse non pas ne pas avoir de problème, parce que je pense qu'il y a probablement plein de femmes excisées qui ont réussi justement toutes seules à s'en sortir très très bien, mais par contre que la majorité des personnes excisées n'aient pas de problème, ça me paraît étrange, mais voilà. Par contre, ce que moi je peux rajouter, c'est que dans une population non excisée, il n'y a pas, et c'est de nouveau combattre cette croyance que l'orgasme se fait à chaque fois et tout le temps. Il y a, à chaque rapport sexuel, une femme, même non excisée, n'arrive pas à l'orgasme. Qu'il y a dans une population moyenne au moins 30% de femmes qui n'arrivent pas à facilement orgasmer. Donc c'est vraiment une réalité de se dire l'excision n'est pas la cause unique, ou en tout cas ne pas être dans cette croyance que c'est à cause de l'excision qu'on n'arrive pas à un orgasme aisé qui se ferait très facilement en dehors de l'excision, clairement. Oui. Oui. Donc, juste avant le webinaire, j'étais au GAMS pour un atelier, notre dernier vendredi du mois, avec les dames adultes. Et ça fait 2 ans, avec ma collègue Carolina, qu'on travaille la question de la sexualité. On avait déjà invité Sandrine. Et une question qui a été posée aujourd'hui, c'était une dame qui disait « J'ai une copine qui se pose une question et elle voudrait savoir pourquoi les femmes qui sont excisées n'éprouvent pas de désir sexuel ou de plaisir ». Dans nos animations sur la sexualité, on ne part jamais de la question de l'excision en fait. On parle de la sexualité au sens large comme tu le dis. Et à cela, il y a une personne qui tout de suite a répondu, mais ce n'est pas qu'une affaire d'excision, je pense. C'est une affaire également d'éducation et d'inscription mentale et corporelle aussi du symbole de l'excision, qui est quand même de blesser une partie du corps qui la nature a mis là pour pouvoir donner du plaisir. Et donc, elle disait, et d'autres personnes étaient d'accord, que la question de l'éducation, de l'accès à la sexualité, de pouvoir découvrir son corps soi-même, comme disait Charlemagne, de oser se dire que ce corps-là, celui qui a été violenté, excisé, pourrait également éprouver du désir et du plaisir. Voilà, c'était terriblement intéressant. La dame est repartie avec une réponse à donner à sa copine, et on a parlé de l'excision physique, mais de l'excision mentale, et qu'il y a également des femmes qui ne sont pas excisées physiquement, mais qui le sont mentalement, qui s'interdisent quelque part à cause de l'éducation, à cause des stéréotypes, à cause des préjugés, de se donner libre accès à leur corps au niveau sexuel. Merci Annalisa. Je vais reprendre les questions. Donc je réponds pas toutes, enfin je donne pas forcément les questions dans l'ordre. J'essaie
de voir ce qui est logique. Mais justement, il y avait une question au début sur, donc c'était par rapport à la présentation d'Annalisa, c'était est-ce que la normalité dont parlent les femmes que vous recevez au GAMS dans le cas du suivi psy est en lien à l'identification qu'elles font à l'identification qu'elles font en rapport aux femmes européennes ou simplement par rapport aux femmes non excisées de manière générale. Donc, est-ce que justement c'est une normalité comparée à la vision qu'elles ont des femmes non excisées et est-ce que il vous arrive aussi de recevoir des femmes qui aspirent à cette entre guillemets normalité sans pour autant être excisées? Donc ça, c'était la question. Voilà. Donc, par rapport à la question de la normalité, j'ai envie de dire, c'est par rapport aux deux. Donc, il y a certaines femmes qui arrivent en Belgique, découvrent que toutes les femmes au monde ne sont pas excisées, et notamment, elles ont en face d'elles des professionnels qui ne le sont pas, enfin des femmes qui ne le sont pas. C'est comme si c'était un double choc pour elles, parce que d'un côté, là-bas, elles sont la norme, il faut être excisée pour devenir femme, quelque part, pour être reconnue comme telle, pour avoir ce statut-là. Et d'un autre côté, en arrivant ici, elles sont confrontées au fait que toutes les femmes ne sont pas excisées. Donc, quelque part, c'est quoi la normalité? Elle est où la norme? Et finalement, j'étais considérée une femme là-bas, et ici, apparemment, je ne le suis plus. C'est pas seulement par rapport à la confrontation des femmes européennes, mais comme on travaille avec des femmes qui sont demandeuses d'asile et qui vivent dans des centres, dans les chambres, ça parle beaucoup. Et ça parle avec d'autres femmes, d'autres origines, notamment des femmes africaines qui, elles, ne sont pas excisées. Et à ce moment-là, c'est d'autant plus, ça fait d'autant plus souffrance de se dire, donc, même en Afrique, il y a des femmes qui ne sont pas excisées, et là-bas, elles sont considérées comme telles, elles ont accès à une certaine sexualité. Ça, c'est pour la première partie. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la deuxième partie. S'il y a des femmes qui ne sont pas excisées... Alors, c'est peut-être par rapport... Donc, la question, c'était, est-ce qu'il vous arrive de recevoir des femmes qui aspirent à la normalité? Donc, j'imagine que peut-être, je ne sais pas si c'est ce que la personne veut dire, peut-être d'autres femmes migrantes qui se comparent, ou d'autres femmes qui ont subi peut-être des violences sexuelles. Enfin, je n'ai pas non plus très bien compris, mais c'était d'autres femmes qui aspirent à cette normalité sans pour autant être excisées. Parce que si on parle de normalité au sens de rapport relationnel et sexuel, oui, effectivement, toutes les femmes qui viennent au GAMS, elles n'ont pas forcément été excisées, mais toutes ont vécu une forme de violence de genre. Et quand elles parlent de normalité, pour elles, c'est, si on parle d'un rapport hétérosexuel, c'est pouvoir désirer l'autre. C'est pouvoir avoir envie d'avoir l'amour, ne pas avoir peur, vouloir ne pas plus avoir peur des hommes. Et des femmes qui sont dans ce dilemme de vouloir des enfants, mais ne pas vouloir se rapprocher de l'homme. Et ce ne sont pas que des femmes, effectivement, qui ont été excisées, mais on parle de violences sexuelles, donc toujours de violences autour autour du sexe. Ok, merci. Il y avait deux questions par rapport aux hommes. Donc, l'une, c'était pour la sexologue. Est-ce qu'il arrive que le partenaire de la femme souhaitant être réparée soit impliqué dans le processus d'accompagnement? Et si oui, comment? Et sinon, pourquoi pas? Et est-ce que, au cas où ce n'est pas possible, Non, je crois que ça c'était la fin de la question. Et il y avait aussi une question par rapport aux hommes pour Annalisa et Fabienne aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des plaintes de la part des hommes? Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent au GAMS et quelles sont leurs plaintes? Et est-ce qu'eux, ils se plaignent de comment l'excision peut affecter négativement leur relation de couple? Et alors, quel est l'accompagnement? Peut-être Sandrine d'abord? Alors, il y a certaines patientes qui, en général, la majorité des premières consultations, en tout cas, elles viennent seules. Je leur demande toujours s'il y a, dans mon anamnèse à moi, est-ce qu'il y a un partenaire actuellement? Quelle est sa position? Est-ce qu'elle en lui en a parlé finalement de sa démarche vis-à-vis de ses ma-vie ou éventuellement déjà de sa reconstruction? Quelle a été la réaction de son partenaire? Enfin voilà, c'est vraiment tout un tissage de questions par rapport au partenaire, puisqu'à nouveau,
On ne peut pas aller vers un accompagnement sexo, une reconstruction, s'il n'y a pas d'existence de partenaire, même si on n'a plus actuellement présent, c'est quel est le vécu avec d'autres partenaires et des anciens partenaires, puisque finalement c'est la construction de sa sexualité à travers elle et elle-même, ce qui est absolument rarissime, mais en tout cas vis-à-vis de partenaires soit passés, soit actuels. Alors, quand elle me dit, mais est-ce que mon partenaire... Moi, à un moment donné aussi, à partir du moment où il y a une confiance thérapeutique qui s'installe, je propose, est-ce que votre partenaire serait intéressé de venir? Parce que je pense que la dynamique et de l'ouverture de parole, ça c'est peut-être ce qui peut se jouer, parce que c'est pas facile d'amener la thématique de sexualité au sein d'un couple qui n'a jamais fait, où il y a toutes ces contraintes éducationnelles, on n'ose pas, on ne sait pas comment le dire, etc. Et moi je peux finalement jouer le dynamiseur par rapport à cette thématique qui est quand même difficile à aborder même en couple. Et en fait, les partenaires qui accompagnent volontairement ou qui accompagnent, mais je ne parle pas uniquement physiquement, mais qui accompagnent moralement et en soutien les femmes qui décident de faire cette démarche, de venir à C'est ma vie ou finalement de se reconstruire, mais comme je dis, ils viennent vraiment déposer devant moi, mais je ne demande pas mieux que ma femme se dynamise ou devienne plus active sexuellement. Et puis finalement, cette dame ne va peut-être pas aller jusqu'à la reconstruction, parce qu'au fur et à mesure de la prise en charge multidisciplinaire, cette femme prend place, et en plus, je dirais, elle a la chance d'avoir un partenaire qui va la soutenir, qui a compris aussi la place et la dynamique qu'il peut avoir dans son évolution et dans son épanouissement sexuel. Donc, il est toujours là, ce partenaire, qui en est un présent ou pas, passé ou autre. Il est invité à venir. Par contre, il y a toujours quand même au moins une consultation où j'aime voir la personne seule. C'est-à-dire que automatiquement, je vais laisser un champ où la femme a une liberté de parole, puisque finalement, on ne sait pas, comme les Annalisa, quelle est la réalité de ce fonctionnement de couple en dehors de mon cabinet. Donc, je pense qu'il est important qu'à un moment donné, je puisse voir la femme seule. Ça, c'est important. Et je laisse la parole pour voir s'il y a des hommes qui viennent mécontents. Pas qui viennent mécontents, mais qui prennent même des rendez-vous pour leur conjointe. Souvent, la demande vient de l'homme. Et ça suscite donc une consultation et la femme est reçue. Et après, nous demandons à ce que le partenaire lui-même vienne pour qu'on ait un entretien dans le cadre donc du couple pour voir quelles sont les préoccupations des uns et des autres et du couple. Nécessairement, il faut toujours un entretien avec la femme seule pour vraiment rentrer au cœur de son intimité, pour lever les zones d'ombre, discuter sur un certain nombre de questions qu'on n'aurait pas pu discuter si le mari était tout à fait présent. Donc, il y a aussi des hommes qui sont hostiles, qui refusent à ce qu'il y ait une réparation de séquelles ou donc de reconstruction du clitoris pour diverses raisons. Quand c'est ainsi, nous demandons toujours à la femme de tout faire pour faire venir donc son conjoint afin que nous puissions rentrer dans un exercice de plaidoyer en sa faveur, de sorte à ce que les besoins, surtout qui sont médicaux, quand on voit donc des séquelles manifestement qui ont besoin donc de réparation sans pour autant aller jusqu'à la reconstruction du clitoris, qu'on puisse le faire pour éviter donc qu'elle souffre donc le martyre au cours donc de sa sexualité dans le couple. Mais dans les deux sens, nous voyons du tout. Il y en a qui font la promotion, comme il y en a qui refusent, il y en a qui viennent, comme il y en a qui ne viennent pas. Mais dans tous les cas, à chaque fois que nous nous rendons compte que c'est une femme qui vit en couple, nous demandons à ce que le conjoint vienne à nos consultations afin de ne pas faire une intervention à l'insu donc du conjoint pour ne pas créer d'autres problèmes dans le couple de par notre intervention. Je voudrais juste donner mon témoignage. C'est ma vie sur les 4 personnes de notre équipe. Je suis la première à voir les femmes. Et souvent, quand elles viennent pour une demande de reconstruction du clitoris, je leur demande toujours, voilà, quel est leur chemin pour arriver jusqu'ici. Il y en a qui mettent des années avant d'oser franchir la porte. Et souvent, les hommes sont là, sont pas là dans la pièce, mais je dirais que c'est à cause de certains hommes qu'elles sont là, mais parce que
l'homme a pu avoir une parole ou un geste, une attitude castratrice en fait. Donc il y a des dames qui me disent avant j'avais du plaisir, même excisée, j'arrivais à me toucher un peu, je trouvais des positions, ça allait. Et puis j'ai eu un nouveau partenaire qui ne connaissait rien de l'excision, il n'est pas de mon pays ou pas de mon ethnie, voilà. Et il a eu un réflexe de dégoût, ou alors si moi je lui disais moi j'aime bien ça, il disait ah non, je vais pas toucher sous cette cicatrice, de toute façon tu sens rien, et avec des paroles qui peuvent être très blessantes, les femmes coupées, c'est pas des bons coups, enfin des choses très très blessantes. Et en fait, la femme qui sentait avant, qui avait trouvé un certain équilibre dans son corps, elle vient et elle dit je sens plus rien. Je n'oserais plus me déshabiller devant un homme, c'est trop blessant, j'avais envie de me mettre sous le lit, et voilà. Et donc là, c'est important, je pense justement, de travailler avec les hommes. Et au GAMS Belgique, où je travaille aussi, on a eu un projet pour impliquer les hommes, parce que toutes ces paroles-là peuvent être comme des couteaux, en fait, hein, peuvent être très blessantes. Et on voit certains programmes où ils proposent que des hommes portent des t-shirts ou disent nous on va se marier qu'avec des filles non excisées. On voudra plus une fille excisée. Mais je pense qu'il faut faire très très attention parce que on espère tous l'abandon de l'excision en 1 ou 2 générations, mais en attendant, il y a des millions de femmes dans le monde qui sont excisées et elles ont aussi le droit au plaisir. Et je crois que de dire des messages comme ça, nous on veut plus pour des hommes, on va plus se marier avec des femmes excisées, c'est aussi il y a des femmes excisées qui qui ont le droit aussi à une vie épanouie et se dire ces femmes-là, faut pas les prendre comme des handicapés ou ce sont des femmes, elles sont là et elles rêvent aussi, elles ont le droit à une vie épanouie. Donc je pense que travailler avec les hommes, c'est super important. Merci. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais prendre encore 2 questions qui nous sont posées ici. Peut-être si vous pouvez répondre un peu brièvement s'il y a des personnes qui doivent partir. Il y a une question, c'est pour Annalisa. Est-ce que vous pensez que tous les psys sont capables de traiter les problèmes qui se posent pour les mutilations génitales féminines? C'est une vague question, ça. Tous les psys, je ne sais pas où se pose la question, si c'est tous les psys ou si c'est est-ce que les psys peuvent traiter les questions liées aux mutilations. Donc je vais la prendre comme j'ai envie de la comprendre, la question. Si on parle du traumatisme de l'excision, oui, les psychologues peuvent traiter ce genre de thématiques, si on peut dire. Avec leurs différents outils thérapeutiques. Moi, je travaille l'art-thérapie. Sonia Assemavi travaille le MDR. Et ça, c'est une technique cognitive ou comportementale très, très rapide, donc qui peut convenir dans certains cas. L'art-thérapie, c'est plutôt un outil à plus long terme. En traitant vraiment la question du traumatisme. Maintenant, il n'y a pas que ça. Au GAMS, on n'arrête pas de travailler sur la question de l'égalité. Vraiment, la question de l'émancipation, comme tu disais, retrouver sa sexualité, c'est travailler sur une partie de l'émancipation de la femme. Donc, il n'y a pas que le travail psychologique ou le travail sexologique, il y a aussi le travail communautaire, le travail vraiment de libération mentale. Maintenant, si la question c'était est-ce que tous les psys peuvent traiter les questions liées aux mutilations, ce qu'on fait, nous, c'est d'appliquer des outils classiques, même si l'art-thérapie a l'air d'être un petit peu, comme tu disais au début, différente, mais c'est un outil thérapeutique comme un autre. Donc, appliquer les outils classiques à une thématique particulière, différente, à une thématique spécifique. Et ça, c'est possible parce qu'il n'y a pas un outil thérapeutique spécifique pour travailler les questions liées aux mutilations. Voilà. Donc, je crois que tout psychologue, avec leur outil, pourrait amener une réponse à ces femmes. Je ne sais pas si tu as envie de répondre. Je dirais que aussi une sensibilité personnelle. Voilà, je pense que le fait que si ça résonne vrai en nous et que ça fait peut-être partie de nos envies qui nous touchent personnellement, c'est ça qui amène toute la potentialité et qui multiplie finalement la capacité de qualité de prise en charge. Merci. J'avais aussi une question ici, c'était plutôt pour les gynécologues. C'était, est-ce que dans la reconstruction, est-ce qu'il y a aussi la prise en charge de l'aspect esthétique? Les deux, vous avez, en tout cas Charlemagne aussi, tu as parlé
de la chirurgie vulvaire, enfin pas forcément, je pense que vous faites pas que de la reconstruction clitoridienne, si j'ai bien compris. Donc voilà, il y a aussi un aspect esthétique, si tu peux juste dire 2 mots là-dessus peut-être. Est-ce que ça c'est lié justement à l'envie des femmes d'être entre guillemets normales, d'avoir un aspect normal, ou voilà, quelle est l'origine aussi peut-être de cet aspect de chirurgie vulvaire? Alors merci, c'est vrai que quand nous faisons nos campagnes, c'est intitulé campagne de chirurgie intime et réparatrice, parce qu'il n'y a pas seulement que les femmes victimes de mutilations qui viennent, il y a les femmes qui se sentent larges et qui ont besoin donc d'une réparation du vagin, vagin qui a subi beaucoup de traumatismes au cours des accouchements souvent difficiles, et qui ont laissé donc des séquelles et qui ne permettent plus à la femme de se sentir vraiment à l'aise pendant ses rapports sexuels. Et donc, il arrive que nous réparons donc ces vagins pour que le contenu s'adapte au contenant. Mais un besoin de chirurgie esthétique vulvaire, peut-être que c'est sous-entendu, mais la raison c'est pas direct. C'est soit j'ai besoin d'une reconstruction du clitoris parce que je veux me sentir entière, je suis incomplète et donc je veux retrouver mon organe d'antan. Alors on leur explique que ce n'est pas le clitoris de naissance, mais il existe une partie du clitoris que nous pouvons donc remettre à nu grâce à une chirurgie de 15 à 20 minutes. Il y a également certaines femmes qui ont des kéloïdes vulvaires, donc qui occasionnent des douleurs pendant les rapports sexuels, et elles viennent donc juste pour une résection donc de ces kéloïdes-là. Elles n'utilisent certainement pas le terme esthétique, mais c'est sous-entendu dans certaines situations que c'est une chirurgie donc esthétique entre guillemets. Mais à chaque fois qu'il y a une anomalie, nous appellerons ça plutôt réparation, reconstruction et non pas chirurgie esthétique. Parce que dès qu'on utilise la terminologie chirurgie esthétique, du coup, il y a un problème donc de prise en charge de tiers payants, parce que dans le cadre donc de l'appui gouvernemental, c'est un soutien aux femmes pour la réparation des séquelles de mutilation et non pas pour une chirurgie esthétique vulvaire. Je crois que un peu partout ça doit être comme ça. Est-ce que la Sécu à votre niveau assure donc la réparation, donc enfin une chirurgie esthétique vulvaire? Je ne crois pas. Donc ça risque d'être des dépenses supplémentaires au niveau étatique, et à notre niveau c'est surtout la réparation des séquelles de mutilation. Donc nous, on ne fait pas effectivement de périnéoplastie concomitante. C'est rare que les patientes le demandent. Elles sont beaucoup plus, elles prononcent vraiment les mots que tu as dit, Charlemagne, avec ce désir d'être entière et de retrouver quelque chose qu'elles ont perdu. Donc nous, on mentionne jamais l'aspect esthétique des choses. Et quand j'explique la chirurgie, j'ai plutôt tendance à leur dire que voilà, que le but évidemment est que ce soit le plus joli possible, mais que c'est pas forcément le cas et que en réalité c'est pas vraiment le but de l'opération non plus. Et ça, elles le comprennent parfaitement. Et c'est très rarement quelque chose qu'elles recherchent. Donc voilà. Et effectivement, la chirurgie esthétique vulvaire n'est pas remboursée du tout chez nous. Merci. Alors, il est 15h30 passé. Je pense que peut-être les personnes vont devoir nous quitter. On va lancer un petit questionnaire d'évaluation qui prendra juste quelques secondes. On vous demande à chacun et chacune de bien vouloir le remplir. Comme ça, on a un feedback. N'hésitez pas, si vous avez aussi des commentaires, vous pouvez laisser des commentaires sur le fil du forum. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont dire un dernier mot. Fabienne ? Je voulais peut-être juste faire une annonce, parce qu'on a eu la chance au GAMS et à l'équipe C'est ma vie d'avoir la visite de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et juste faire une annonce qu'ils sont en train de travailler sur un guideline, un petit manuel pratique de terrain pour les acteurs de santé, les acteurs psychologiques, sur l'accompagnement des femmes excisées. Et donc il y aura plusieurs chapitres. Il y aura un chapitre sur la prise en charge médicale, chirurgicale, des aspects gynécologiques et obstétricaux, mais ils veulent vraiment mettre un gros focus cette fois-ci, parce que souvent c'est la partie
voilà, peut-être la moins complète ou travaillée, de vraiment un grand chapitre sur la santé mentale, un grand chapitre sur l'accompagnement sexologique. Donc on a eu la chance de, voilà, Annalisa et Sandrine, de parler avec la représentante de l'OMS. Donc c'est, voilà, pour dire aux acteurs qu'il y aura bientôt ce manuel. Ok, merci. Si personne d'autre a un commentaire ou une dernière remarque, non, ça va. Donc, je vais juste vous réinviter à remplir le questionnaire si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vais remercier tout le monde de votre écoute. Si vous avez des collègues qui n'ont pas pu assister au webinaire en live, vous pourrez regarder la vidéo par la suite. Donc, ça sera mis en ligne. Voilà, on remercie tout le monde et on souhaite un bon week-end à tout le monde. Et n'hésitez pas à aller faire un tour, évidemment, sur les sites des deux gros projets. Merci, bonne journée. Au revoir.